Je suis très heureux d'être là pour vous parler des voies d'abord vasculaires. J'ai plusieurs conflits d'intérêts qui sont déclarés ici, aucun en lien avec la présentation. La première chose, c'est de garder en tête les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un abord vasculaire pour l'épuration extra-rénale. La première raison, c'est d'avoir une épuration extra-rénale efficace. Et vous savez tous que la dose de dialyse, c'est quelque chose qui a un sens. Limiter les risques, bien évidemment. Il n'est pas question que les complications liées à la pause, que les complications infectieuses ou que les risques de dysfonction secondaire viennent interférer avec le traitement du patient, ou du moins limiter autant que possible ces derniers. Et puis enfin, prendre en compte les complications à long terme, et c'est surtout important pour le site, le choix du site d'accès de l'épuration extra-rénale. Vous avez ici un territoire cave supérieur. Je me suis longtemps posé la question de garder cette diapositive, principalement parce que même si c'est un cathéter tunnelisé, vous voyez qu'on a un cathéter qui est en sous-clavier, et je vais vous expliquer que c'est justement ce qu'il ne faut pas voir en réanimation. Vous avez ici le site jugulaire, ici les sites sous-clavier, et puis le cathéter qui va aller théoriquement jusqu'à l'entrée de l'oreillette. Le premier site à garder en tête quand on parle de voie d'abord vasculaire pour l'épuration extra-rénale, c'est la voie jugulaire droite, et je précise bien le côté. D'une part parce que c'est un site qui est très fonctionnel, il y a un bon débit, c'est un site qui permet d'avoir une épuration qui est efficace plus longtemps. Il y a des risques de complications mécaniques, notamment des risques de pneumothorax, même s'ils sont limités maintenant par l'utilisation de l'échographie. Il y a un risque infectieux qui serait supérieur au risque sous clavier, mais je vous dirai pourquoi les données qui suggèrent cela sont actuellement discutables. Et puis c'est un des deux sites à privilégier en première intention. Le deuxième site à privilégier, c'est la voie fémorale. La voie fémorale est assez simple d'accès, c'est une voie d'accès en urgence qu'il faut garder en tête. Il y a peu de complications mécaniques sévères, il y en a quand même. Il y a un risque infectieux qui est à peu près équivalent au site jugulaire. Et par contre, ça nécessite un cathéter qui est long. Le schéma que j'ai pris, justement, montre ce qu'il ne doit pas y avoir, c'est-à-dire un cathéter qui va s'arrêter avant la bifurcation. On est sur un cathéter qui est trop court, avec un risque de dysfonction qui est élevé, et donc il faut des cathéters qui, dans l'idéal, sont de plus de 24 cm. Et c'est une des deux voies privilégiées en première intention, la voie de l'urgence, si vous avez une situation en catastrophe. La voie en deuxième intention, c'est le site jugulaire gauche, avec un risque élevé de dysfonction de cathéter, surtout précoce. Le risque de pneumothorax est identique à la voie jugulaire droite. Le risque infectieux est là aussi supérieur au risque sous clavier, avec les limites que je poserai après. Et donc c'est un site que l'on peut utiliser, mais uniquement en seconde intention. Et puis enfin, ce que je vous ai dit, les sites sous clavier sont des sites qui peuvent être intéressants pour les voies de perfusion, et notamment parce que le risque infectieux est moindre, le risque de pneumothorax est important. Par contre, du fait de l'épuration extra-rénale, du fait de la présence du cathéter, il y a un risque de thrombose, de sténose, et de ce fait, il y a des risques à long terme pour les patients, pas du fait forcément de ce qui va se passer en réanimation, encore que les thromboses sont des complications qui sont importantes, mais surtout parce que quand on regarde au cours du temps, après la réanimation ou après l'insuffisance rénale aiguë, ce que deviennent les malades, vous avez ici au cours du temps en années, ici c'est en pourcentage le nombre de patients qui vont nécessiter une épuration extra-rénale pour insuffisance rénale chronique. Et vous avez ici les patients qui n'avaient pas eu d'insuffisance rénale aiguë, ici les patients qui ont eu une insuffisance rénale aiguë. Vous voyez que l'insuffisance rénale aiguë fait le lit de l'insuffisance rénale chronique et de l'insuffisance rénale chronique nécessitant une épuration extra-rénale. Il y a 3 fois plus de besoin d'épuration extra-rénale pour insuffisance rénale chronique. Et si vous avez une sténose sous-clavière, vous avez un risque élevé d'avoir un des sites d'accès potentiel de la fistule artério-veineuse qui soit condamné. Et la voie d'abord pour l'épuration extra-rénale chronique reste un élément central de la survie du malade dialysé chronique. Donc faites attention au site choisi. Le site sous-clavier n'est pas recommandé. C'est un site qu'on ne garde qu'en dernière intention et que dans les situations exceptionnelles. Comme je vous le disais, un des éléments importants, c'est d'avoir un cathéter qui est fonctionnel. Il n'y a pas de raison que l'épuration extra-rénale soit différente des médicaments.
L'efficacité dépend de la dose, la toxicité dépend de la dose. On ne veut pas être dans la zone où on ne dialyse pas assez parce qu'on sait qu'on va être dans des zones délétères aussi bien en termes d'épuration mais aussi en termes de contrôle de la balance hydrosodée. On sait que ne pas dialyser assez les malades, c'est les exposer soit aux complications de l'hyperhydratation, soit aux complications liées aux tentatives de correction rapide de l'hyperhydratation. Il y a un papier où quasiment expérimentalement les malades avaient une déplétion trop importante et probablement il y avait des effets délétères. Et puis, même si sur ce schéma, vous voyez que la survie est stable au-delà d'une certaine dose seuil, on peut imaginer, et c'est probablement le cas, que si on dialyse trop, il va y avoir les effets indésirables en termes métaboliques, les effets indésirables de notre traitement. La dose fait le poison et probablement c'est tout aussi délétère d'aller trop loin que de ne pas se dialyser assez. Alors les complications, il y a beaucoup de données sur les complications maintenant, sur les complications des accès vasculaires. La première figure que je vais vous présenter rapporte le type de complications en pourcentage, et ce ne sont pas des cathéters de dialyse, je le précise d'emblée, mais c'est un schéma que j'aime bien puisque vous avez en gris les complications mécaniques, en orange les thromboses, et puis en rouge les infections. Et vous voyez qu'effectivement, les sites jugulaires, les sites fémoraux sont associés à plus d'infections et plus de thromboses. C'est vrai que le site jugulaire, le site sous-clavier, pardon. Mais par contre, vous voyez que quand on prend en compte les complications mécaniques, tous les sites se valent. Et globalement, on va troquer un type de complication pour un autre type de complication. Et donc, le choix du site de pose dépend grandement du type de complication attendue et du type de patient. Lorsque l'on regarde le risque infectieux spécifiquement des cathéters de dialyse cette fois-ci, vous avez ici un schéma qui vous montre la durée de cathétérisation en jours et ici le pourcentage de cathéters qui n'avaient pas de colonisation. Vous voyez que plus le temps se prolonge et plus le risque d'avoir un cathéter colonisé augmente. Et dans l'ensemble des malades qui avaient été inclus dans cette étude, le fait d'avoir posé le cathéter en jugulaire ou en fémoral ne changeait pas radicalement le taux de colonisation des cathéters. Soulignant que finalement on peut choisir un site jugulaire ou un site fémoral sans que ça ait beaucoup d'incidence sur le taux de complications à type de colonisation, à type d'infection, et ça c'est l'étude précédente, pour l'ensemble des malades. Ce que je dis est vrai à une limite cependant, et vous la connaissez tous. On sait que chez les patients les plus gros, le tablier abdominal va gêner la mise en place des pansements, favoriser les colonisations, et même si on n'a pas de données qui montrent qu'il y a plus d'infections sur le site fémoral, eh bien chez les patients les plus gros, on a plus souvent une colonisation plus précoce avec une pose en fémoral. Alors, c'est vrai, le seuil dans cette étude, c'était un tercile, c'est-à-dire un tiers des malades avaient plus de 28 de BMI, c'était le groupe avec le plus de complications de type colonisation avec un cathéter fémoral. C'est le seuil qui est retenu dans les recommandations. Faites attention tout de même, c'est un seuil qui est complètement arbitraire. Ce n'est pas à partir de 28 qu'il y a un risque de colonisation supérieur. C'est juste que plus le patient est gros, plus le risque de colonisation est important. L'autre élément à garder en tête, c'est que ce sont des colonisations. Et il ne faut pas que ça dicte la mise en place du cathéter. Il est préférable chez les patients avec un BMI élevé de mettre le cathéter plutôt en jugulaire. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Et à titre personnel, le risque de colonisation est un facteur qui va venir derrière les autres risques, et notamment le risque de complications mécaniques. Un patient thrombopénique, avec un cathéter jugulaire, on sait qu'il y a des risques hémorragiques, et donc il faut se poser la question. Une autre limite qui n'est pas évaluée à ce jour, puisque je vous ai dit que le site jugulaire avait plus d'infections que le site sous-clavier, c'est quand même les changements liés à l'utilisation de l'échographie. Vous savez qu'avec l'échographie, on a tendance à mettre des jugulaires qui sont sur un site de ponction beaucoup plus bas, on est plutôt sur des jugulaires basses. Ça facilite grandement les pansements et je ne sais pas si ça a changé le type ou la fréquence des infections de cathéter du fait du changement de site de ponction avec l'apparition de l'échographie. Ça fait partie des choses pour lesquelles, à ma connaissance, nous n'avons pas la réponse. Quand on parle de site de ponction pour l'épuration extra-rénale, il ne faut pas oublier la fistule. La fistule, c'est ce que vous voyez chez certains dialysés. Donc, c'est simplement la mise en connexion d'une veine et d'une artère.
la veine va augmenter de taille, donnant cet aspect-là. Alors on peut mettre des prothèses pour faire les fistules, c'est notamment le cas chez les patients qui ont peu de veines disponibles, et ceci permet une ponction, une épuration extra-rénale de type intermittente. C'est une voie qui est extrêmement fiable, qui est un accès qui peut être assez facile quand on a l'expérience. Il y a beaucoup de complications possibles. Et je vous donnerai juste 2 conseils. Le premier, c'est si vous n'avez pas l'expertise de la ponction des fistules, ne l'approchez pas. Et la deuxième, si comme vous êtes dans un centre où il y a des gens qui ont une expertise, eh bien faites appel à eux. Je suis dans un CHU où le service dans lequel je travaille n'a pas l'expertise de la fistule. Nous avons un service de d'épuration extra-rénale, de dialyse chronique juste à côté. Et ils ont la gentillesse de venir nous aider à ponctionner les fistules quand nous en avons besoin. Ça permet à la fois d'éviter le risque de la mise en place du cathéter et de ne pas faire prendre de risque aux malades en approchant une fistule quand on n'a pas l'expérience. Les dysfonctions de cathéter. Les dysfonctions de cathéter sont fréquentes. Un élément qu'il faut garder en tête, c'est que les cathéters, même s'ils sont en canon de fusil, permettent d'avoir un taux de recirculation qui est limité mais qui n'est pas nul. Le taux de recirculation, c'est la quantité de sang déjà dialysé qui va repartir dans le circuit de dialyse. Ça augmente le risque de thrombose et ça augmente le risque de dialyse inefficace. Ça diminue l'efficacité de la dialyse. Le taux de recirculation est d'autant plus important selon le site et le type de cathéter utilisé. Et il y a 2 études qui se sont intéressées au taux de recirculation sur les cathéters. La première, qui a été montrée par les 2 études, c'est que le site fémoral peut être un site avec énormément de recirculation si vous utilisez des cathéters trop courts. Et la taille des cathéters idéale pour les ponctions fémorales, c'est 24 cm. Et la deuxième chose, c'est que les lignes inversées, quand le cathéter dysfonctionne, entraînent énormément de recirculation. Un cathéter où vous avez besoin d'inverser les lignes pour le problème du cathéter, pas parce que le malade est hypovolémique, c'est une des choses à éliminer, est un cathéter qui doit être enlevé à la fin de l'épuration extra-rénale. On peut comprendre qu'une séance soit prolongée avec des lignes inversées, mais par contre, une fois qu'on a terminé la séance, théoriquement, le cathéter est enlevé, est mis en culture, en tout cas dans les centres qui le font systématiquement, et doit être changé. Comme je le disais, le site de pose est associé à l'efficacité du cathéter. Vous avez ici, au cours du temps, et là ce sont des jours, heureusement, vous avez le pourcentage de cathéters qui dysfonctionnent ici, et qui fonctionnent ici plutôt, et vous voyez que le site jugulaire gauche, comme je le disais tout à l'heure, principalement pour des raisons anatomiques, va être fonctionnel moins longtemps, et c'est donc un site qu'il ne faut pas privilégier. Il vaut mieux utiliser soit une fémorale, soit une voie jugulaire droite chez vos patients. Encore une fois, le site compte, la taille du cathéter aussi. Et dans ce travail, qui était un travail complémentaire du travail que je vous ai montré sur les colonisations de cathéters, eh bien, vous voyez que le fait d'avoir un cathéter fémoral de 20 cm, et c'est bien évidemment encore plus le cas si c'est moins fréquent, est associé à une efficacité qui est moindre. Ici, vous avez le pourcentage de ratio de réduction de l'urée, c'est l'efficacité, mais vous voyez que vous allez être nettement moins efficace avec un site fémoral si vous avez un cathéter de 20 cm au moins que si vous avez une jugulaire. C'est très important. Si vous mettez des fémorales, essayez de vous battre pour avoir des cathéters de 24 cm. Enfin, limiter les risques. Limiter les risques, ça veut dire limiter les risques de complications mécaniques. Limiter les risques de complications mécaniques, maintenant, ça veut dire que pour tous les cathéters CAF sup, il faut essayer d'avoir un cathéter posé sous échographie. C'est simple, ça s'apprend rapidement. Les internes ont rapidement pris le pas. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. On a beaucoup moins d'échecs, en tout cas en CAF supérieur. Vous voyez que dans les plupart des études réalisées, le taux d'échec passait de 8% à 0,2%. C'est une diminution absolument phénoménale. Il y a moins de tentatives de ponction. Le temps est théoriquement plus court. Théoriquement, ça c'est ce que disent les études. Dans la vraie vie, ça peut être un peu plus difficile à mettre en évidence. Et puis surtout, il y a moins de complications mécaniques. La seule limite, c'est qu'il y a très peu d'études qui sont intéressées aux cathéters posés par voie fémorale. Alors les recommandations ont considéré que même pour les ponctions fémorales, il valait mieux utiliser une échographie. Les études sont de mauvaise qualité. C'est un exemple d'étude, et c'est probablement l'étude la mieux réalisée pour les voies fémorales. Vous voyez qu'effectivement, il y a plus de succès quand on utilise l'échographie, c'est les barres bleues. Il y a plus de succès après une première ponction quand on utilise l'échographie. Il y a moins de complications.
2 bémols tout de même à cette étude. La première, c'est que vous voyez que les complications ici, c'était une définition très large. On piquait une fois en artérielle, c'était considéré comme une complication. Et donc ce ne sont pas que les complications graves, ça explique le taux extrêmement élevé de complications notées. Et puis la deuxième, c'est que vous voyez que le taux d'échec est extrêmement important. Je ne sais pas dans vos unités, mais dans notre unité, le taux d'échec des poses fémorales sur repérage anatomique n'est pas de 20%. Ça me semble un taux extrêmement élevé et ça peut expliquer les résultats extrêmement impressionnants de cette étude. Donc pour l'instant, il est recommandé de le faire, mais je crois que ça peut être amené à changer dans les années à venir. Ça veut aussi dire limiter les complications infectieuses. Et limiter les complications infectieuses, ça veut dire faire attention au pansement, à la gestion du cathéter, à la désinfection au moment de la pose. Vous savez que les données changent énormément en ce moment. Il y a une étude très récente qui a montré que désinfecter à la chlorhexidine lors de la pose était extrêmement efficace. Et c'est les modalités de désinfection dans notre unité sont en train de changer à ce titre. Il n'y a pas de choses spécifiques au cathéter de dialyse pour la désinfection, la gestion au jour le jour. On est sur des modalités de prévention de l'infection qui sont proches de ce que vous connaissez. Je dirais qu'un des éléments centraux à garder en tête, c'est que, comme toujours, plus on va manipuler le cathéter, plus le risque infectieux est important. Et c'est la principale raison pour laquelle, à mon avis, avoir des cathéters avec une ligne de perfusion est un risque supplémentaire. Et je crois qu'il ne faut pas utiliser les cathéters avec ligne de perfusion, puisqu'au-delà de la dysfonction, le risque infectieux est augmenté uniquement du fait de l'utilisation de la ligne de perfusion et des risques de colonisation de cette ligne. Alors, en conclusion, le site, c'est soit la fémorale, soit la jugulaire droite. Si vous utilisez la voie fémorale, préférez des cathéters longs, de plus de 24 cm. N'utilisez pas la voie sous-clavière, sauf contraint et forcé. Les fistules peuvent être utilisées, mais attention de ne piquer que si vous êtes expérimenté ou si vous avez à côté de vous un service qui peut avoir des gens expérimentés. La pose du cathéter doit se faire idéalement sous échographie, même s'il y a un doute encore pour les voies fémorales. Le cathéter de dialyse doit être réservé à l'épuration extra-rénale. Ce n'est pas un cathéter qu'on peut utiliser n'importe comment. Ça va très certainement limiter les risques de complications secondaires et de dysfonctions secondaires. La gestion est identique aux autres voies centrales. Je n'ai pas donné de données, mais on ne sait pas quel est le verrou idéal. Et puis en cas de dysfonction, recherchez la thrombose, recherchez l'hypovolémie, mais si ça dysfonctionne, pensez à enlever le cathéter. Je vous remercie de votre attention.